Donc, on va terminer avec la dernière présentation qui va être faite par Alain Letourneau, qui est professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke, qui va présenter à la fois des travaux issus d'une revue de la littérature sur le complotisme qui avait été faite avec le groupe de recherche Société Sodrus de l'Université de Sherbrooke et qui va s'intéresser en particulier à un discours anti-vaccinal, puis lié au discours de Larry Cook et QAnon. Donc, merci Alain. Merci. Bonjour tout le monde. Merci au CEPHIR, à Martin Geoffroy et son équipe pour l'invitation. Très content d'être ici. Je ne suis pas spécialiste de QAnon comme tel. Ça fait 20 ans que je fais plutôt à la fois de l'éthique des communications puis de l'éthique de l'environnement, mais depuis un certain temps, je me suis intéressé à ces questions d'opinion publique et je reprends ce filon ici. Donc, ce qui va m'intéresser en particulier, c'est vraiment mon titre, l'utilisation de thématiques empruntées aux religions dans certains discours conspirationnistes en faisant un arrêt sur un cas particulier, justement un cas qui relève de QAnon. Mais je prétends pas être un spécialiste de QAnon. Il y a des aspects que je ne vais pas prendre en charge dans ce qui est de QAnon. J'ai posé Yannick tout à l'heure qui nous permettait, je pense, de prendre en charge les aspects qui relèvent plus de la question de la sécurité publique. Quelques considérations préliminaires. On va passer vite sur QAnon parce que c'est pas mal connu. Une réflexion pour la question de la documentation de l'impact de QAnon, c'est vraiment un début de réflexion de mon côté. Et le cas spécifique que je regarde, c'est un discours de Larry Cook, qui est l'un des, disons, adhérents de QAnon aux États-Unis. Et quelques éléments de discussion pour terminer. Donc, ma question de base, c'est comment on comprend les discours conspirationnistes, le fait qu'ils utilisent des figures religieuses et quel sens ça peut avoir. Et donc, on va s'intéresser à la question de la réception et de l'effet de ce type de discours. Puis, de manière tangentielle, je me demande quand même s'il faut considérer les discours conspirationnistes comme des opinions valables dans une société pluraliste, ou au contraire, si finalement, ce n'est pas des éléments qui nuisent au pluralisme qui caractérise la vie démocratique. Donc, on peut le poser comme ça d'entrée de jeu. Donc, pour commencer, comme société, on fait face, bien sûr, à des enjeux très sérieux, changement climatique, la pandémie, la désertification dans plusieurs régions, le fait que certains bouleversements du système climat vont entraîner des mouvements de population, des problèmes d'alimentation aussi. Donc, tout ce genre de problèmes vont demander beaucoup d'efforts au point de vue individuel et au point de vue collectif. Et je pense qu'on n'a pas vraiment, comme société et comme individu, de temps à perdre dans des discours complotistes qui sont des sortes de mèmes. Pour moi, je les qualifie comme des mèmes en reprenant la catégorie de Daniel C. Dennett, là, dont on pourra reparler. En fait, ce sont des espèces d'amalgames sémantiques, pour moi, les discours conspirationnistes, qui se reproduisent en chair chaude, qui sont des véritables chemins qui ne mènent nulle part. Donc, je prends position clairement là-dessus. Moi, les discours conspirationnistes, c'est pas quelque chose par rapport à quoi j'ai beaucoup de sympathie. Il faut être clair là-dessus. Ma posture prise, c'est en philosophie pratique. On a entendu des gens venant de différents champs disciplinaires. Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie pratique? Ça veut dire tenir ensemble dans une approche interdisciplinaire, donc en intégrant l'apport des sciences humaines, notamment dans mon cas, les sciences humaines des religions, l'analyse de discours et la rhétorique. Les questions éthiques, politiques, épistémologiques et peut-être aussi économiques par rapport à un domaine d'objet. Puis le domaine ici, c'est le complotisme. Qu'est-ce que c'est que les complots? Ça désigne un groupe de gens qui fomentent en secret une opération vue par d'autres comme néfaste ou subversive au service de certains intérêts. Il y a de véritables complots, les coups d'État et le reste, et il y en a d'autres qui ont un caractère imaginaire. On peut regarder, par exemple, les films d'Hollywood pour se donner une bonne idée de ça. Je pense qu'on doit conserver le sens critique devant les véritables complots, mais le développement du complotisme relève d'une épidémiologie sociale. Donc, tout n'est pas complot, par ailleurs, non plus dans la vie, là. Notamment la pollution diffuse, ça ne relève pas d'un complot, ça relève simplement d'une façon habituelle de gérer les problèmes. Donc, on a besoin des meilleures connaissances disponibles, et ce qui se trouve, c'est que, bien sûr, quand les gens se réfugient dans des discours complotistes, ils sont comme dans des espèces de bulles d'inculture, réfutant la science de manière générale, et s'engage dans le traitement de faux problèmes. Pour moi, c'est essentiellement ça qui caractérise
les discours conspirationnistes, et il arrive qu'ils vont tenter de s'appuyer sur des symboliques religieuses, peut-être cherchant à y trouver un appui ou une validation potentielle. Donc, pour aller un peu plus rapidement, il y a aussi le problème de savoir si on doit parler de théorie de la conspiration ou pas. Moi, j'estime, en tout cas dans le cadre de mon travail, je préfère regarder ceci comme étant des discours de la conspiration et non comme des théories, pour la bonne et simple raison que souvent, si on regarde le noyau soi-disant théorique de ces discours-là, c'est un noyau extrêmement pauvre, qui n'a aucun appui factuel ni argumentaire qui tienne la route de manière générale. Faut savoir que l'un des premiers à avoir amené la discussion sur les théories complotistes, c'est Karl Popper, qui est un philosophe, épistémologue, philosophe des sciences, comme on le sait, et il incluait là-dedans la théorie marxiste. Donc, mais si on y pense 2 secondes, on va s'apercevoir que la théorie marxiste, c'est quand même un construit théorique complexe qui implique une philosophie néo-hegelienne, la théorie économique de Ricardo, entre autres, et bien d'autres éléments. Donc, évidemment, on peut discuter sa prétention à la science, à cette théorisation des marxistes ou de Marx, mais quand même, entre ça et le propos des puces de Bill Gates dans les vaccins, mettons qu'il y a une différence. Et donc, moi, j'estime que on fait mieux de faire affaire à ces éléments-là sous titre du fait qu'ils sont des discours. Que vient faire la question de la religion là-dedans? Donc, on va s'apercevoir que ce n'est pas tous les discours de la conspiration qui reprennent des figures religieuses, mais plusieurs le font. Et les travaux du Sophir, d'ailleurs, permettent d'éclairer cette affaire-là. Je vais vous présenter un petit résumé tantôt rapidement. Il faut savoir que dans le domaine des sciences humaines des religions, il y a des gens qui prétendent que les discours de la conspiration forment une nouvelle religion. Moi, j'estime qu'on ne doit pas tenir cette position-là. Et je le fais sur la base d'une définition simple de la religion qui est la suivante. On a besoin d'une communauté durable, d'un ensemble de croyances stables concernant un sacré situé dans une histoire avec des rites, des mythes et des symboles. C'est une vision relativement classique de ce que c'est une religion. Maintenant, le point crucial, c'est que, ceci étant dit, il est bien sûr possible que dans le cadre de la religion à la carte des uns et des autres, on retrouve des éléments de discours conspirationnistes qui sont comme intégrés dans leur vision des choses. Mais ce n'est pas parce que, effectivement, dans ces cas-là, il y a une intégration qu'on peut dire pour autant que les discours conspirationnistes comme tels sont de la religion. Moi, c'est la position que je prétends soutenir ici. Brièvement, évidemment, j'imagine que vous connaissez tous le rapport du Sophir, je ne vais pas m'attarder là-dedans, mais on se souviendra qu'ils avaient distingué en 2 matrices, matrice d'extrême droite, matrice spirituelle et religieuse, où il y avait 3 sous-catégories. C'était dans le cas du Québec. Bon, évidemment, moi, je souligne le point qu'il peut y avoir peut-être, dans certains cas, des recoupements, mais des fois, il n'y en a pas de recoupement. Il y a vraiment des discours qui s'appuient sur le religieux, puis il y en a d'autres qui le sortent de côté complètement. Donc, je vais regarder un discours en particulier qui a été tenu sous la présidence de Trump au niveau de QAnon. Et je vais quand même m'interroger brièvement sur l'impact que ça peut avoir dans les églises chrétiennes, notamment les églises évangéliques blanches aux États-Unis. Et le cas particulier, ça va être un texte de Larry Cook. Donc, pour ce qui est de QAnon, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Mais quand même, rappelons les éléments théoriques de base qui sont mis de l'avant. Donc, vous avez un haut fonctionnaire, un utilisateur anonyme qui se fait passer pour un haut fonctionnaire de l'État, qui prétend qu'une importante cabale de pédophiles sataniques, incluant des acteurs du gouvernement, on parlera du Deep State, mais aussi des gens d'Hollywood, opèrent secrètement et que Donald Trump, présenté en héros et sauveur, est à l'œuvre pour stopper leurs méfaits, dont le contenu ne peut qu'être imaginé dans toute son horreur. Et pour sa part, Larry Cook, lui, va évoquer les sacrifices humains, donc pour qualifier ça un petit peu. Et on sait qu'il y a une pratique du document, les fameux drops là, de QAnon, de temps en temps, des documents mystérieux qui demandent un décodage. En fait, le discours conspirationniste, dans son contenu théorique, il se limite strictement à ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Après ça, qu'il soit mobilisateur, qu'il permette des plans d'action, ça, c'est pas douteux. On en a parlé tantôt avec Yanni. Donc, tout le cheminement, on se souviendra de ça. Ça commence sur 4chan. Après ça, ça s'en va dans les réseaux sociaux plus vastes. On peut passer rapidement là-dessus. Le point que je veux faire, c'est que le discours repose sur le dédain
d'un certain nombre de choses qui sont évidemment prima facie répréhensibles, la pédophilie organisée et le satanisme, puis rien d'autre que le culte du diable. Donc, on va se mettre d'accord que la pédophilie, c'est quelque chose qui est unanimement réprouvé. Et l'idée d'une religion démoniaque, c'est sûr que, en particulier si on tient compte du contexte chrétien des États-Unis, c'est une chose qui ne peut que soulever l'horreur et la réprobation. Et associer ces deux éléments ensemble, c'est comme ajouter l'injure à l'offense, jusqu'à un certain point, c'est vraiment le summum de ce qui est méprisable et dégoûtant. Maintenant, ce qu'on voit moins, c'est que croire que des individus adorent le diable, c'est quand même croire que ces personnes-là ont un comportement religieux. Et pour ce qui est du caractère sacré des enfants, je pense que dans le système carcéral aujourd'hui, on est quand même en mesure de valider que c'est le cas. Ce qui est moins évident aussi, c'est que cette accusation est elle-même portée par une perspective religieuse implicite avec le fait que son efficacité potentielle prend appui sur une semblable attitude marquée par la religion et la morale chez le destinataire. Donc, pour que le même accroche, pour que le syntagme symbolique, si vous voulez, ou l'ensemble de termes accroche, ça présume d'une espèce de religiosité des personnes qui vont, eux autres, quand ils entendent parler du diable puis de ces choses-là, là, ça les touche. Là. Bon. Pour la question de l'impact, j'en viens à ce point-là. Je regarde simplement brièvement un truc qui est paru sur NPR où on remarquait qu'il y avait un sondage de Ipsos en 2020 qui montrait qu'à ce moment-là, il y avait quand même 17% de la population américaine qui croyait que les faussetés de base de QAnon, c'est-à-dire un groupe d'élites qui adorent le diable et qui ont en même temps un réseau d'enfants, de trafic d'enfants, et qui tentent de contrôler la politique et les médias, c'était vrai. Donc, quand même un nombre assez important d'États-Unis à ce moment-là qui embarquaient là-dedans. De plus, on s'aperçoit que ce discours-là a été très pris au sérieux, notamment par les groupes chrétiens, les églises évangéliques blanches, qui sont devenues méfiantes envers les médias réguliers. Donc, sur NPR, il y a une entrevue qui est menée entre un journaliste et une autre journaliste qui est allé faire du terrain, faire des entrevues avec des pasteurs protestants blancs américains. Et je ne vais pas lire ça dans le détail parce que je veux quand même prendre plus de temps sur Larry Cook. Pour faire un résumé bref de la situation, c'est que les pasteurs disent, pour être capable de réfuter QAnon, il faudrait s'appuyer sur les médias traditionnels. Alors que la plupart des gens, justement, considèrent que les médias traditionnels sont corrompus, déforment la réalité. Donc, ce que les pasteurs disent, c'est qu'ils ne se sentent plus l'autorité morale, et peut-être spirituelle ou intellectuelle, de venir même rectifier le tir auprès de leur public. Parce que ces gens-là sont déjà, dans le fond, convaincus, et souvent les pasteurs eux-mêmes aussi, par le fait que les médias traditionnels, ils sont biaisés, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, une espèce de renonciation ici à clarifier les choses. Mais d'ailleurs, c'est remarqué à la fin ici dans l'extrait. That's especially problematic when QAnon is being espoused by other pastors in a denomination or by leaders in a particular church. Donc, la position dans laquelle ils sont devient très curieuse et très instable en raison d'une crise d'autorité qui les frappe eux-mêmes. Donc, pour faire une espèce de résumé jusqu'à maintenant, on a un groupe QAnon qui impute à d'autres acteurs, leurs ennemis démocrates, un comportement à la fois religieux et moralement condamnable, car profondément pervers. Cette imputation d'adhésion à une religion magnifique permet de mobiliser un sentiment de guerre religieuse contre ces derniers. Et bien sûr, tout ça a tout pour alerter les bons chrétiens. Et quand on précise que Trump a une fonction messianique, ou en tout cas quasi-messianique, on rajoute encore une coche de plus sur cette affaire-là. On se retrouve avec une lutte classique entre le héros du bien et le mal. Et bien sûr, ces personnages maléfiques sont déshumanisés. D'ailleurs, l'un des pasteurs le dit. Le fait de considérer que quelqu'un est au service du démon, ça lui fait perdre toute humanité. Donc, ça va très bien après pour le critiquer puis dire que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Et certaines personnes, donc engagées d'un point de vue religieux, vont reprendre ces discours, alors que les personnes en minorité dans ces mêmes religions ne sont même pas en mesure de réfuter ces discours-là comme devant être rejetés.
Maintenant, si on regarde un discours en particulier, celui de Larry Cook, bon, ça s'appelle COVID-19 Refusers Put on the Whole Armor of God. Donc, on voit déjà dans quel registre on se situe sur son site Truth Blog. Bon, je vais me permettre juste de citer quand même pour coller le texte. Il commence par dire qu'il explique que le mouvement QAnon est mal compris dans le mouvement de la liberté médicale. Alors, il dit ceci. Q movement is similar to the anti-vaccine movement. We are here to wake up the masses. On one side, we have political corruption, and on the other side, we have pharma corruption. But if you go behind the two, you wind up at the same doorstep, the deep state. The deep state is that all-encompassing, controlling influence that would destroy our children through vaccination, destroy humanity through all other means, and usher in a one-world government and police state for total Luciferian domination of every child of God. OK? Donc, on est vraiment dans une situation tout à fait catastrophique selon eux. Donc, si on fait une analyse un peu, ils sont là pour réveiller les masses, donc to be awakened. Le mythe de l'État profond, donc qu'on retrouve par exemple dans X-Files ou qu'on retrouvait dans The Star Chamber et combien d'autres films. Idée effrayante d'une domination luciférienne de tous les enfants de Dieu, un État mondial et tout ça. Bon. Et sur la question du Deep State, c'est quand même intéressant de voir qu'il inclut à la fois l'État et Big Pharma. Donc, dans une vision englobante, en quelque part, où l'État et les entreprises pharmaceutiques ne sont plus distingués. Alors, évidemment qu'après ça, en janvier 2022, il y a eu une tentative plus ou moins avortée de prendre, évidemment, ce qu'on a vu sur la colline. Bien, ça c'est juste du mensonge éhonté. On va nier des faits, par ailleurs, bien avérés. On continue dans le texte, où là, il continue dans son affaire. The time to speak up is now. The time to share on social media is now. The time to make new friends and expand your audience and influence and reach on Facebook is now. The time to make public posts is now. The time to learn what really is going on, all the way to satanic child sacrifice, is now. You either speak up now, speak up often, reach more people, and help wake up humanity, or accept the fate and accept the Luciferian agenda. You are a slave. Bon. Donc, un appel mobilisateur grandiloquent, d'ailleurs, avec beaucoup d'une scansion rythmique, comme on peut voir avec le Nord, qui se répète à tout instant. Les sacrifices d'enfants. En fait, les agents de l'État profond ne reculent devant rien. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune donnée, c'est juste de l'appel émotionnel, c'est juste une rhétorique superficielle de manipulation des affects. On joue sur la fibre morale des gens, puis on joue aussi sur leurs sentiments. Donc, pathos et logos qui sont manipulés ici allègrement. Juste un dernier extrait, un appel à la prière, cette fois, donc « Pray. Why did they suffer churches? They shutter, sir. » Ah, pourquoi ils ont fermé les églises? Je vais résumer. Pourquoi ils ont fermé les églises? C'est parce qu'ils savent bien que les églises, quand ça prie, c'est très puissant. Et donc, il faut arrêter les églises, parce que là, écoute, bon, et ça va très loin. This is first and foremost a spiritual war. Your daily prayers are required. God and the angels cannot interfere in a free will universe without the call, without the prayer. Bon. Raison cachée de la fermeture des temples pendant la COVID. Donc, les agents du Deep State savent quel est le pouvoir de la prière. Donc, voilà. Et donc, on concilie d'ailleurs un libéralisme pur avec une vision très chamanique de la religion, qui est une affaire d'invocation, de puissance qu'on va mobiliser et tout le reste. Guerre sacrée, encore une fois, une forme de djihad. Bon, je pense que j'ai presque terminé les points de discussion qui me restent à amener. C'est que, bon, si on considère maintenant ce qui se passe dans ce genre de processus-là, donc d'une part, on peut certainement voir que des figures à contenu soi-disant religieux sont vraiment instrumentalisées ici dans une rhétorique visant des buts politiques. Ça paraît pas douteux, on peut très bien le voir. Et si on admet ces présupposés, donc à partir du moment où ils s'opposent à des mesures de politique publique comme la santé, la protection de la santé, on pourrait les voir comme des adversaires
d'un bien public qui est la santé, et à cet égard, il serait justifié de faire très attention à ces gens-là et être combattu. Après ça, la question de savoir comment, ça reste à discuter. Je reviens sur le fait que les symboles qui sont mobilisés dans le discours, ils peuvent trouver un écho sur la base du vécu religieux chez des personnes qui sont sensibles à ces aspects. Et on l'a vu avec l'impact du discours de QAnon dans les églises blanches évangéliques. Donc, ce qu'on découvre là, c'est qu'il y a une relation, dans le fond, qui se produit entre les attentes et les présupposés d'un certain public et une certaine offre symbolique qui vient se présenter à elle. Et c'est cohérent avec un courant qui avait été développé dans les sciences de la communication il y a déjà plusieurs décennies, qui s'appelait la cultivation analysis, où, dans le fond, pour toute la question des effets médias, on disait les effets médias, c'est pas magique, c'est pas une seringue qui te rentre dans la tête, ça part de certaines attentes qui sont déjà dans la population, puis ce que ça fait, c'est que ça vient les entretenir, les développer davantage. Donc, c'est exactement, à mon avis, ce qui se passe avec les discours de type conspirationniste, voire les travaux de Signorelli et Morgan sur cette question-là. Maintenant, un des enjeux qui va se présenter au point de vue théorique, c'est que si on reconnaît que, en fait, si on en vient à la décision selon laquelle on dirait que les discours conspirationnistes sont effectivement de la religion, il y a des conséquences en termes de reconnaissance de droits à ces personnes-là qui s'en suivent. Et ça, moi, je pense que ça serait très néfaste d'aller dans ce côté-là. C'est-à-dire que, effectivement, si les gens sont des croyants religieux et tout ça, donc ils ont des droits protégés par les chartes et les constitutions, donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Mais il reste que c'est quand même un enjeu que de relativiser la valeur de ces discours-là. J'ai été assez surpris de voir certains discours en sciences humaines et religions américains mettre beaucoup l'emphase sur le fait qu'il y a une nouvelle forme de connaissance qui serait développée dans les discours conspirationnistes. Ça m'apparaît extrêmement complaisant. Je n'ai pas du tout tendance à aller dans ce sens-là. Et donc, sans compter le fait que souvent, il y a des appels violents, on l'a vu tantôt dans l'exposé précédent, qui peuvent très bien se situer dans la foulée de ceci. Donc, il y a un enjeu aussi de la connaissance scientifique bien avérée à un moment donné, où est-ce qu'on peut, sans maudire et sous prétexte de liberté d'opinion de tous, laisser aller n'importe quoi comme discours complètement délirant de ce genre-là, quand on sait très bien quelles peuvent être les conséquences de ça. Donc, il y a quand même des enjeux de réflexion à y avoir sur c'est quoi une société démocratique. Alors, oui, un pluralisme des idées, bien sûr, droite, gauche, centre-gauche, environnementaliste ou pas, qu'importe. Ça, c'est une chose. À partir du moment où on est capable d'avoir des arguments fondés sur quelque chose, puis d'être capable d'amener des raisons à l'appui et des faits à l'appui de ce qu'on prétend développer. Mais je pense que sinon, il y a une piste dangereuse à ne pas suivre, qui est oublier le fait qu'on a là des processus de manipulation d'opinion clairement dans la lignée du propagandisme qui a déjà été étudié par Jacques Ellul et un paquet d'autres gens dans le passé. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout au niveau de la production d'opinions singulières. Bien sûr, on va chercher les sentiments troublés de gens qui sont en rupture de confiance. Puis ça, on peut le comprendre, que les gens sont en rupture de confiance. Écoutez, quand vous êtes un citoyen des États-Unis en plus, imaginez-vous, là, vous avez vu passer la guerre du Vietnam, le Watergate, quoi d'autre encore, là? Bon, Iron Contra et patati patata. Donc, qu'il y ait un bris du lien de confiance, c'est pas étonnant, mais penser que la solution est dans les discours conspirationnistes, c'est vraiment, à mon avis, une aberration. Donc, alors, il nous faut quand même des réfutations compréhensibles. De ça, je pense qu'il faut appeler à ça une sorte de réfutation des discours conspirationnistes. Mais ceci étant dit, il y a deux niveaux. Il y a le niveau collectif, social, politique, où là, effectivement, des discours de réfutation sont requis. Mais au niveau interpersonnel, c'est vrai qu'il faut aller chercher, il faut y aller avec une approche clinique, il faut y aller avec les sentiments des gens, l'expérience des gens, et avec tous les égards possibles. Donc, justement, je trouve qu'il faut quand même distinguer entre être simplement un peu la victime d'un propos fabulatoire et développer une opinion personnelle qui serait quand même deux choses différentes à mon avis. Donc, pour conclure brièvement,
Si on les considère du point de vue de l'analyse argumentative, et du moins dans le cas de QAnon et du discours de Larry Cook qu'on a vu, les discours conspirationnistes ne sont pas des discours rationnels. Ils tablent sur des sentiments, des valeurs, des craintes et des croyances, un peu comme des virus de la vie sociale. Moi, je les vois comme ça. C'est des virus. C'est de l'épidémiologie sociale qu'on est en train d'essayer de comprendre ici. C'est comment des idées se développent en serre chaude, à un moment donné, sur la base des frustrations des uns et des autres. Et là, on a tendance à penser que, comme il y a une liberté d'opinion, bien, tout le monde peut bien penser ce qu'il veut, fait qu'on va laisser ça aller indéfiniment. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Et ceci dit, je pense pas avoir le monopole ni avoir la solution miracle en poche, je ne l'ai pas, mais je trouve que la question doit quand même être posée. Et je pense, je le répète, qu'on ne devrait pas donner un statut de religion à ces phénomènes-là, parce que le fait d'octroyer un statut de religion à des mouvements conspirationnistes, ça a pour conséquence de leur octroyer certains droits dans nos sociétés, et ce n'est pas une chose qui m'apparaît requise ou intéressante. Voilà, ça va terminer mon propos. Merci beaucoup, Alain.